Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Christian Baraza, au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroir de Clio tout attaché @gmail.com. Aujourd'hui, nous traitons d'un thème particulièrement lourd, difficile et complexe, à savoir celui du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ne le faisons pas en compagnie d'un historien, comme il est de tradition dans cette émission, mais avec un philosophe. Bonjour Didier Durmarck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Didier Durmarck, vous êtes philosophe, professeur de philosophie à Louviers dans le département de l'Eure et vous venez de publier aux éditions L'Âge d'Homme, l'ouvrage vient tout juste de sortir, un ouvrage intitulé Philosophie de la Shoah. Alors avec vous, pendant cette heure, nous allons revenir sur la Shoah. Rappelons que ce terme hébreu désigne catastrophe, cataclysme, désolation. Nous allons revenir sur la Shoah et sur votre projet que vous décrivez vous-même comme paradoxal, un projet qui vise à proposer une philosophie du génocide des Juifs. Alors peut-être d'abord, Didier Durmarck, une première série de questions sur votre parcours, sur votre itinéraire. À quand remonte le choix de faire de la philosophie, Didier Durmarck ? Alors, une petite précision, philosophie de la Shoah, effectivement, part du génocide juif, mais la Shoah engage avec elle un autre génocide, le génocide tzigane, engage avec elle aussi des déportations, des francs-maçons, des homosexuels, des témoins de Jéhovah. Donc j'ai essayé aussi de prendre la mesure et de rendre hommage à cette phase cruelle de l'histoire. Et donc dans la philosophie de la Shoah, il n'y a pas seulement une spéculation sur le génocide juif, mais une spéculation sur les génocides juifs et sur tout ce qui l'accompagne. Tant que je déploie une réflexion sur le camp de concentration et bien évidemment sur le camp d'extermination. Alors revenons sur votre parcours avant d'aborder vraiment le propos de votre livre. À quand est-ce que remonte cet intérêt pour la philosophie avant de construire la philosophie que vous proposez là dans ce livre, Philosophie de la Shoah, Didier Durmarck ? Mon intérêt pour la philosophie, j'ai l'impression qu'il a toujours existé. Il s'est exercé avec une virulence particulière lorsque j'étais en première, lorsque j'ai rencontré de grandes œuvres, celles de Buzzati, celles d'Albert Camus, celles de Franz Kafka. Souvent, les premières œuvres laissent des empreintes particulières. Et pas seulement spirituellement, on a l'impression presque physiquement. Et donc on pourrait dire que cet engouement, cette exaltation est partie de l'âge de 17-18 ans. Elle n'est pas encore éteinte aujourd'hui, cette exaltation. Vous êtes devenu professeur de philosophie après des études de philosophie et vous avez rédigé quelques ouvrages quand on regarde votre bibliographie, mais au départ ce sont des pièces de théâtre, des romans, alors c'est Moins que rien en 2006, La Liseuse en 2012 pour les romans. Quand est-ce que est apparu ce besoin d'écrire et pourquoi c'est passé d'abord par ce type de littérature, par des pièces de théâtre, par des romans, Didier Durmarck? Alors toutes mes œuvres sont hantées par la problématique du sens, du néant et de la Shoah. Au départ, je pensais vraiment, parce que j'étais resté à l'idée selon laquelle
la Shoah relevait de l'innommable, ne relevait pas de la raison, ne relevait pas de la pensée, ne relevait pas du concept. Je pensais que l'approche la plus pertinente, c'était la littérature et aussi le dialogue entre les personnages, d'où mon premier ouvrage, Ferry pour un rien. Ensuite, j'ai essayé de déployer la thématique de la Shoah d'un point de vue littéraire, d'un point de vue romanesque, moins que rien, raconter l'histoire d'un homme qui découvrait que le meilleur moyen de se suicider, c'était de continuer à vivre, et il rencontrait dans son lit l'ange barbelé, c'est-à-dire le génocide. Et le livre posait entre autres la question de savoir comment on pouvait penser l'identité et le sens après le génocide. Donc, un livre assez violent, d'une virulence littéraire assez forte et qui bouscule. Mon deuxième roman partait de la question de la culture après la Shoah et racontait l'histoire d'une femme qui entrait chez les gens par effraction pour leur lire des livres. Et cette femme était la première figure messianique de l'humanité. Elle avait pour caractéristique d'être née des cendres de la Shoah et des autres génocides. Donc vous voyez, il y a une espèce de ligne directrice qui est à la fois assumée, consciente, mais pas complètement rationnelle, au sens où je l'ai pas préétablie, je ne l'ai pas préconçue. Je la découvre. Ça peut relever soit d'une récurrence, soit dans une optique un petit peu critique et péjorative d'obsession. Mais justement, ce que montre la philosophie de la Shoah, c'est que ce sont des obsessions salvatrices, puisque ce n'est pas la moindre des affaires de concevoir que la Shoah donne à voir de l'homme, donne à voir de la modernité, de la relation à la société moderne, et redonne à penser la question de l'être. Donc on a finalement ici à la fois une sorte de physique de l'homme, d'anthropologie, et une sorte de sociologie qui prend la Shoah comme optique, comme prisme, comme quelque chose qui donne à voir le rapport de l'homme à la modernité, et qui réinvite finalement la question de la métaphysique du point de vue occidental, la question de l'être à la lumière noire de la Shoah. Alors, si on essaye de faire un peu la genèse des choses, est-ce que c'est à l'occasion d'une lecture particulière ou d'événements particuliers que s'est cristallisé votre intérêt pour cette période et pour ce cataclysme qu'est la Shoah, Didier Durmarck, ou c'est plus compliqué que ça finalement? Alors c'est tout le problème de l'histoire rétrospective, c'est-à-dire que parfois avec l'âge on a tendance à refaire l'histoire. Si j'essaie de me concentrer sur les faits, j'ai vécu une partie de ma jeunesse à Vittel. Il y a eu un camp à Vittel avec des juifs qui possédaient un passeport sud-américain qui devaient partir en Amérique du Sud. Le camp a eu une visite de la Gestapo en janvier 1944. Ces départs ont été refusés et les juifs de Vittel ont été déportés à Drancy et ensuite à Auschwitz et gazés dès leur arrivée. Et dans ce camp, il y avait un grand poète juif qui s'appelle Isaac Kalzenson qui a fait un ouvrage de poésie vraiment d'une fulgurance et d'une incandescence rare qui s'appelle Le chant du peuple juif assassiné. Et c'est vrai que cette ligne directrice-là, elle est relativement factuelle. Après, j'ai toujours eu l'intuition, confuse au départ, gênante, que la Shoah donnait à voir le réel. Et donc que le statut de la Shoah n'était pas fondamentalement historique, qu'il était plus philosophique. Et c'est la raison pour laquelle le titre de l'ouvrage, c'est Philosophie de la Shoah. On essaye de penser par la Shoah, on n'essaye pas de penser après. On essaie de voir ce que l'historialité de la Shoah, ce que l'événement donne à voir dans le fait qu'il constitue finalement quelque chose qui marque, quelque chose qui dit, quelque chose qui joue. C'est ça l'historialité, pas seulement ce qui est histoire, c'est ce qui fait histoire. Et donc, de cette intuition confuse, gênante, j'en ai tiré un livre, mais ce livre naît finalement de deux déclics.
Si je reste toujours à la question du fait, le premier déclic, c'est la rencontre de l'œuvre d'Imre Kertész, où j'ai eu l'impression de rencontrer enfin quelqu'un qui pouvait me comprendre parce qu'il déployait les mêmes intuitions que moi. Imre Kertész, c'est le prix Nobel de littérature 2002, déporté à Auschwitz. Donc vraiment un témoignage central. J'avais besoin de cette caution et historique et morale et philosophique parce qu'à certains égards son œuvre est philosophique. Et donc quand j'ai lu Liquidation en 2005, j'étais paradoxalement réjoui, parce que lui montrait effectivement qu'il y avait ici dans la Shoah quelque chose qui amenait à repenser tout un projet de civilisation. Et le deuxième moment, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas choisi d'écrire cet ouvrage, le deuxième moment, c'est qu'à force de travailler sur ce thème, parce que effectivement, il s'édifiait des choses, je voyais des choses, je pensais des choses. J'ai eu 3 nuits très intenses du point de vue de l'écriture, où des choses se sont écrites en moi. Et j'ai dû coucher ça sur le papier. Les 30 premières pages de l'œuvre constituent finalement le résultat de cette fièvre, de ces choses qui se dictaient véritablement en moi. J'ai eu véritablement l'impression qu'il suffisait juste de réécrire en fait ce qui s'écrivait en moi, donc quelque chose de beaucoup moins rationnel, de presque mystique, mais qui fait partie intégrante de l'histoire, de la généalogie de cet ouvrage. L'intérêt que vous aviez pour cette période et pour ce cataclysme qu'est la Shoah n'était pas le produit d'un contexte familial particulier, comme c'est souvent le cas dans les historiens ou dans les anthropologues, les philosophes qui s'intéressent à la Shoah. C'est pas ça, Didier Durmarc. Alors après, ça n'empêche pas d'être touché dans sa chair, d'être touché spirituellement. Vraiment, la spécificité de ce travail, c'est que je ne suis pas juif, donc je n'ai pas ici une représentation qui aurait tendance à faire de la Shoah un problème uniquement relatif à la question juive, à savoir que voilà, on a tendance aujourd'hui, a fortiori, à faire de la Shoah quelque chose qui relèverait d'une souffrance en face d'une autre souffrance, à mettre les souffrances en concurrence. Et justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que la Shoah, certes, d'où le terme Shoah, est un problème juif, mais c'est un problème universel, c'est un problème où se joue quelque chose de la raison occidentale. Et dans cette mesure-là, il faut à la fois prendre la mesure de la spécificité de l'événement comme événement juif, mais voir que cet événement-là donne à voir de l'universel, d'où cette idée de poser une philosophie de la Shoah qui serait par définition une philosophie qui transcenderait les particularités, les particularismes, on pourrait dire, religieux. Alors, vous l'avez dit, vous n'êtes pas juif, je vous cite. Néanmoins, vous utilisez le terme de Shoah que vous préférez à d'autres termes possibles, comme génocide des Juifs, par exemple. Pourquoi ce choix, Didier Durmarc ? Comment nommer l'innommable ? C'est le terme qui me semblait le plus asymptotique de ce phénomène. C'est-à-dire, c'est le terme qui se rapproche le plus de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'extermination des Juifs et des Tziganes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez souligné, le terme met l'accent sur une dimension cataclysmique, comme si ça relevait d'un fond naturel. Et ce que j'essaye de penser dans la philosophie de la Shoah, c'est aussi de voir que dans la relation de l'homme à la technique, il y a quelque chose qui relève d'un fond métaphysique, et d'un fond dont on n'a pas pris la mesure, parce que très souvent, la technique, pour nous, c'est un moyen au service d'une fin. Et ce qu'on découvre quand on lit l'ouvrage, c'est que la technique se présente plutôt comme une fin en elle-même. Aujourd'hui, je pense qu'on éprouve cette affirmation tous les jours, on y reviendra peut-être. Et donc il y avait vraiment cette dimension-là qui me semblait pertinente, cette idée d'un arrachement, d'un renversement. Et dans ce terme Shoah, il y avait aussi l'idée qu'il n'y avait pas
seulement qu'un événement historique, il y avait quelque chose qui relevait d'un événement métaphysique, c'est-à-dire d'un événement qui inaugurait une civilisation. Notre stratégie là dans cette émission, c'est d'un peu de contourner la difficulté, mais on va arriver au cœur du sujet. Mais là, on est encore dans les prodromes, Didier Durmarck. Alors évidemment, pour construire votre travail de philosophe, vous avez utilisé aussi le travail des historiens. On le voit très bien en lisant votre livre. Alors, quels sont les historiens qui vous ont apporté le plus de choses et pourquoi avez-vous choisi de s'appuyer sur certains, moins sur d'autres? Quelle a été votre stratégie documentaire, si j'ose dire, Didier Durmarck? Alors, mon but, c'était vraiment de faire parler les textes, c'est-à-dire de faire parler les morts. Vraiment, déjà de partir de l'ensemble des témoignages historiques sur la Shoah, des grandes œuvres sur la Shoah, les œuvres de Primo Levi, les œuvres d'Ingar Inzenrath, les œuvres d'Imre Kertész, etc., etc. Sur la source purement historique, dès l'instant où on travaille sur ce thème, sur quelque chose qui paradoxalement relève presque d'une raison d'être. L'œuvre d'Hilberg est totalement incontournable, la destruction des Juifs d'Europe, par son caractère scientifique, par son travail minutieux. Les œuvres de Georges Bensoussan me semblaient aussi assez pertinentes parce qu'elles sont capables de lier réflexion historique et réflexion philosophique justement sur le statut de la Shoah, de même pour Annette Wieworka. Donc en fait, les choix des historiens, consciemment ou inconsciemment, reposaient sur le fait que on était dans une démarche qui dépassait seulement la question de l'historicité, mais qui s'engageait aussi dans un mouvement, si je peux dire, axiologique, c'est-à-dire vraiment dans une réflexion sur ce qui se jouait, en termes de valeurs. Vous avez utilisé aussi, vous le citez à plusieurs reprises, le film de Claude Lanzmann, un film de 9 heures sorti en 1985, qui s'appelle précisément Shoah. En quoi ce film était important pour votre démarche, Didier Durmarck? Film primordial pour beaucoup de raisons. Alors déjà, 9h30, quelque chose qui relève aussi d'un vertige, d'un cataclysme. Mais ce qui m'intéressait dans Shoah, c'est que la première fois que j'ai vu l'œuvre, je ne l'ai pas comprise. Je sentais qu'il se jouait quelque chose en dehors de tout ce qu'on voyait, et quelque chose qui relevait de l'invisible. Et donc, après avoir beaucoup travaillé l'œuvre, les interviews de Lanzmann, les commentaires de Shoah, je me suis rendu compte que le paradoxe de Lanzmann, c'est qu'il fait une œuvre sur le néant, c'est lui qui le dit aussi, et cette question du néant, elle traverse la métaphysique des camps de concentration dans mon livre, dans la philosophie de la Shoah, et c'était très troublant parce que je me rendais compte que dès l'instant où une œuvre prenait la mesure du problème de la Shoah, c'est-à-dire n'était plus seulement historique, mais s'engageait dans une réflexion du rapport de l'homme à lui-même, du rapport de l'homme à la société, du rapport de l'homme à la question de Dieu, alors s'imposait, soit à titre d'intuition, soit à titre de pensée, soit à titre de déploiement rationnel, la question de Dieu. Donc la question d'une métaphysique qui se donnait à voir d'une manière totalement inédite et peut-être parfois plus précise par rapport à ce que pouvaient en dire les philosophes, y compris ceux qu'on considère comme des grands métaphysiciens au XXe siècle, à savoir Heidegger. Précisément, avant de poursuivre cette conversation et de rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet et de votre ouvrage, on va marquer une première pause et on va la faire, cette pause, en écoutant un extrait justement du film Shoah de Claude Lanzmann. Alors je restitue un peu le contexte de cet extrait. En fait, c'est un témoignage de Moshe Mordo, un homme de Corfou, l'île grecque, qui est rescapé d'Auschwitz-Birkenau, qui a vu disparaître toute sa famille dans le camp d'extermination, notamment sa femme, ses 4 enfants et son père. Et 40 ans après, au micro de Claude Lanzmann, il en parle en montrant les photos qui lui restent. Et puis, on l'entend chanter avec d'autres déportés dans la synagogue de Corfou. C'est ce qu'on entend immédiatement.
ימים לזולתו, סופר ויודע שדרנו מביט לסוף דבר בקדמותו. אומר לאיש חסיד כמבגלו, נותן לרשם רק כרזגתו, יזלח לקץ ימים משיחנו לגדול מחקץ קץ ישועתו. מתים יחייל ברוך אשדו, ברוך אדוני השם תהילתו, שפנהו אדוני דנואל, עשה סגולתו ותפארתו. אומר לאיש חסיד כמבגלו, נותן לרשם רק כרזגתו, יזלח לקץ ימים משיחנו לגדול מחקץ קץ ישועתו. מתים יחייל ברוך אשדו, ברוך אדוני השם תהילתו, מתים יחייל ברוך אשדו, ברוך אדוני השם תהילתו. שלוש נסטרן יקרים, אליהם יסודתם בתורתו, אלה שלוש נסטרן יקרים, תורת משה ונבואתו. C'était un extrait du film de Claude Lanzmann, Shoah, un film de plus de 9 heures sorti en 1985. Vous écoutez R2R et c'est l'émission d'histoire de la station au miroir de Clio et nous sommes toujours en compagnie de Didier Durmarck, philosophe, professeur de philosophie à Louviers et auteur d'une philosophie ou de philosophie de la Shoah qui vient tout juste de paraître aux éditions L'Âge d'Homme. Alors, nous étions en train, avec votre compagnie, Didier Durmarck, de poser un petit peu les jalons de votre ouvrage. Et maintenant, nous allons vraiment aller dans le vif du sujet. Alors, peut-être une question un peu difficile et très, très vague, mais si on avait à résumer l'objectif, le projet du livre à vous lire, à lire le chapitre 1, il s'agit de penser la Shoah comme problème et non pas comme événement historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nos auditeurs, Didier Durmarck? Penser la Shoah comme problème, c'est se rendre compte que, au premier abord, on a affaire à un événement qui se donne pas à voir en tant que tel, selon les historiens. C'est-à-dire que dès l'instant où on cherche à expliquer la Shoah, on se perd et on ne la donne pas à voir. Donc, au premier abord, on a l'impression que la Shoah s'impose plus comme quelque chose qui donne à penser et pas comme quelque chose qui donne à être connu. Donc, finalement, le statut historique de la Shoah conduit d'une manière assez logique à un versant philosophique. Donc, penser la Shoah comme problème, c'est se rendre compte historiquement que se jouent un certain nombre de processus qui sont rationnels. C'est le caractère un petit peu sidérant de mon travail. On a souvent l'occasion de parler de barbarie, de monstres, mais ce qui caractérise la Shoah dans le détail de son organisation, c'est un processus rationnel dans le rapport à l'économie, dans le rapport à la bureaucratie, dans le rapport à la technique, on en reparlera. Donc on a l'impression que du point de vue historique, du point de vue des historiens, du point de vue de la Shoah comme événement, il y a quelque chose qui se renverse et qui conduit à faire de la Shoah un fondement pour la philosophie. Quel rapport avez-vous avec les historiens là ? Il s'agit de dépasser le travail des historiens. Comment on pourrait expliquer ça, Didier Durmarck ? Dépasser au sens où on intègre la réflexion historique comme une condition nécessaire, mais non comme une condition suffisante, au sens où la réflexion historique dit elle-même que la Shoah ne se donne pas à voir en tant que telle, comme le dit Lanzmann, pour montrer la Shoah, il fallait une œuvre d'art, ou même Hilberg fait référence finalement à la musique pour expliquer la généalogie de la destruction des Juifs d'Europe. Donc on a l'impression que tout se passe comme si l'histoire avait besoin de l'art, de la littérature des camps, pour montrer quelque chose d'historique, mais quelque chose d'historique qui se donne à penser comme problème, donc qui appelle finalement de ses vœux un projet philosophique qui,
jusqu'à maintenant n'était pas né, et là qui essaye d'être dessiné comme chemin. Ce que propose l'ouvrage, c'est vraiment une expérience de pensée et d'inaugurer un chemin. C'est pas quelque chose qui en finit avec le problème, c'est quelque chose qui essaye de mettre en crise, de nous faire prendre conscience de la mesure du problème. Et il y a un vrai travail à ce niveau-là, philosophique et historique sur la Shoah, parce que le paradoxe, c'est quand on parle de devoir de mémoire, on focalise sur la question de l'événement, mais on ne réfléchit pas fondamentalement sur la question du comment, parce que on se dit qu'il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Et on est souvent dans un vocabulaire qui relève de l'illusion humaniste. On va parler de monstres, on va parler de barbarie, et je pense que ce vocabulaire-là ne pense pas fondamentalement les problèmes qui se jouent dans le processus d'extermination des Juifs. C'est mettre à distance finalement ce qui fait problème, comme le disait Romain Gary dans un de ses romans. Le point paradoxal douloureux, c'est que c'est l'humanité des nazis qui a produit le pire, c'est pas la monstruosité des nazis qui a produit le pire. Et dans cette mesure-là, cette humanité-là, elle doit dire aussi quelque chose de mon humanité. Il faut que j'en prenne la mesure, ne serait-ce que pour éviter que ça se répète. Donc on a l'impression qu'il y a dans la Shoah quelque chose qui relève d'un mouvement axiologique, quelque chose qui relève d'un mouvement philosophique. Et ce mouvement philosophique, il est en complément avec l'historicité, mais il est appelé de ses voeux par les historiens, fondamentalement. Et c'est ça qui crée une véritable interaction, je pense, entre le travail philosophique et le travail historique. Et encore une fois, il s'agit ici, là, de prendre l'histoire comme une condition nécessaire. On ne fait pas sans. Vous avez pu constater que je faisais parler des textes, qu'il y avait beaucoup de références, qu'il y avait une approche presque dialogale dans la philosophie de la Shoah. Encore cette idée que la vérité passe par le rapport à autrui et le rapport au texte. Et donc, fondamentalement, là, l'idée, c'est de faire parler l'histoire en la dépassant, mais en l'intégrant comme condition absolue et impérieuse, bien évidemment. Alors, si vous voulez bien, on va suivre le cheminement de votre ouvrage. Alors, dans le deuxième chapitre, dans le chapitre 2, vous posez la Shoah comme castration et comme fondement. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux notions, en particulier celle de castration qui semble complexe, en tout cas vu de l'extérieur, Didier Durmarck? Alors, je vais commencer par celle de fondement, parce que ce sera plus facile, je serai un peu plus long sur la notion de castration. Donc, dire qu'il y a quelque chose d'inaugural qui se joue dans la Shoah, ça signifie que la Shoah constitue un principe, une base de la connaissance, donc un fondement. Il y a quelque chose qui se montre de l'homme, quelque chose qui se montre de la société, de la modernité, et quelque chose qui se montre même de Dieu, de la question de Dieu ou de la question du néant. On en discutera. Alors, le terme de castration est un terme assez polémique. Mes premiers lecteurs m'ont reproché en partie ce terme, et pourtant je l'utilise à dessein et je veux le revendiquer. Alors, la castration, au premier abord, c'est un concept freudien, c'est un concept psychanalytique. Il a deux sens. Le premier sens, au sens large, la castration, c'est purement et simplement une perte d'importance. Quand on dit qu'un individu a subi une castration, c'est qu'il a intégré la différence des sexes, non pas réellement, mais symboliquement. C'est-à-dire, il sait qu'il est un être fini, et il sait que son désir ne se comble pas. La deuxième dimension de la castration, elle relève précisément de la découverte de la différence des sexes, ce qui constitue le propre même de l'humanité d'un point de vue psychanalytique. Le propre de l'homme, c'est qu'il est un être sexué, c'est qu'il y a une différence, c'est qu'il est binaire. Donc, pourquoi l'usage de la castration dans la philosophie de la Shoah? Parce que la Shoah m'est apparue comme la quatrième castration de l'humanité. Freud en pense 3, j'en ajoute une quatrième, et je la définis dans le fait que la raison se retourne contre elle-même. Alors je vais essayer de dire les choses simplement. La raison, c'est deux choses. C'est l'utilité, la technique, et c'est le sens. La raison, c'est deux choses. C'est ce qui est raisonnable, ce qui est au service de l'humanité, ce qui est au service du sens, et ce qui est rationnel. Ce qui se passe dans la Shoah, c'est qu'il y a un renversement de la raison, parce que là, la question du rationnel n'est plus un moyen au service du raisonnable,
n'est plus un moyen au service d'une fin, mais la question du rationnel, la question du calcul, la question de la rentabilité, la question des moyens matériels de l'extermination constitue une fin en soi. Donc il y a un renversement de la raison que Adorno appelle dialectique négative, qui se donne à voir d'une manière tout à fait particulière dans la Shoah et qui, à mon sens, c'est une des thèses majeures de l'ouvrage, caractérise toute la modernité, y compris dans son rapport au sens de l'existence. Donc la Shoah, vous le dites de manière qui peut apparaître contestable pour certains, j'imagine. Vous dites la Shoah est moderne. C'est la page 43 de votre ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on peut faire cette déclaration-là? Il n'y a rien de plus moderne que la Shoah, oui, ces déclarations. Alors je m'appuie entre autres sur l'œuvre d'Imre Kertész pour expliquer et décliner cette modernité. Alors, disons les choses simplement. Sans la bureaucratie, sans la technique, sans le rapport au droit, on n'aurait pas eu les moyens matériels de l'extermination. Dans la bureaucratie, dans la technique, dans le rapport au droit, on a toute la conception moderne de l'État. Et ce qu'on constate, c'est que cette conception moderne de l'État conduit là à un renversement du raisonnable au profit du rationnel, au profit du calcul. Bon. Donc il y a véritablement cette dimension. Donc dire que la Shoah est moderne, c'est dire que la spécificité du génocide juif, la réalité du génocide juif, l'effectivité du génocide juif utilise des moyens qui sont purement modernes et des moyens qui sont purement rationnels. C'est ça de parler de la modernité de la Shoah, effectivement. Alors je vais prendre un exemple simple, une petite devinette. Entre 1933 et 1938, il y a eu combien de lois qui, petit à petit, ont amené les Juifs à ne plus être des citoyens comme les autres, à être stigmatisés, à être exterminés. Là, je parle vraiment de la période qui précède la Shoah. Donc, de 1933 à 1938, il y a eu combien de lois sur ce qu'on appelle la question juive? Et là, on est dans un processus technique. On est vraiment dans un renversement du raisonnable au profit du rationnel, du calcul. Et là, le calcul, c'est le fait de toute façon de rejeter les Juifs de la communauté allemande, de la communauté humaine. Il y en a eu plus de 400. Oui. Donc dire que on est en face de quelque chose de monstrueux, de quelque chose qui relève de la folie humaine, c'est peut-être le pire contresens qu'on peut commettre sur la question de la Shoah. Et là, j'ai pris que l'exemple du droit. Je pourrais prendre l'exemple de la technique, omniprésente dans le film de Lanzmann, avec ces chemins de fer qu'on voit et qu'on revoit, dans le rapport au transport, dans le rapport aux moyens d'extermination, le fait de passer petit à petit de ce qu'on appelle historiquement la Shoah par balle aux premières tentatives de gazage par échappement jusqu'à l'instauration du gazage et la création des chambres à gaz, donc du gazage par Zyklon B. Il y a véritablement un processus rationnel, technique, qui se présente comme un processus optimisé, qui est mis en œuvre. Il y a une référence assez longue au film Shoah de Lanzmann, où on a un fonctionnaire qui fait un rapport sur la manière d'optimiser finalement ici le gazage des Juifs à Relmo, un des 5 camps d'extermination de Pologne. En un certain sens, on peut dire que la Shoah, c'est un point culminant d'un processus industrialo-technique qui remonte peut-être au 19e siècle. Oui, un point culminant, mais pas un accident. Justement, on fait souvent de la Shoah un accident de l'histoire ou quelque chose qui n'a rien à voir avec
notre culture, le propre d'un accident, c'est quelque chose, en principe, qui arrive indépendamment des volontés, indépendamment des structures. Il n'est pas dans la structure de la voiture de sortir de la route, en principe. Bon. Donc là, on n'est pas du tout dans l'accident. Effectivement, on utilise des procédés modernes, des procédés qui font leur apparition à partir de la découverte du travail à la chaîne, de la segmentation des activités, de la segmentation aussi de la responsabilité. Ça, c'est un point qui est très très intéressant, la manière dont petit à petit on n'est plus responsable de rien, comme aujourd'hui on a l'impression que voilà, les crises boursières, il y a personne, il n'y a pas d'agent. Personne n'est responsable de rien, c'est la faute du système. C'est précisément ce que dit Stengel. Commandant du camp de concentration de Treblinka, il dit voilà, vous imaginez pas comment le système fonctionnait bien. On n'avait pas nécessairement notre mot à dire, le système fonctionnait tout seul, le système fonctionnait par lui-même. Donc dans l'entreprise systématique d'extermination des Juifs, là, on a un processus moderne parce que il y a une optimisation économique, une optimisation technique, une optimisation bureaucratique, une optimisation juridique. On vient d'en parler brièvement, mais le chiffre était quand même notable et assez exceptionnel. Et donc, oui, très précisément, on a l'impression que la Shoah pousse à son paroxysme un début de renversement qui apparaît à partir de la révolution industrielle. Il faut rappeler que ce qui crée de la part de Ford la naissance du travail à la chaîne, c'est la visite d'un abattoir de Chicago. Ça me semble pas être un hasard. Il y a peut-être quelque chose ici à penser. C'est relativement amusant quand on est enseignant, parce que quand on étudie le travail à la chaîne à l'école, on parle plutôt des usines automobiles. On parle pas de l'abattoir. Il y a je sais pas si la question est taboue, je sais pas si c'est une maladresse, je sais pas si c'est un oubli, mais là il y a un point qui est somme toute central. Et quand Taylor dit que finalement il n'y a pas une grande différence dans la manière de gérer le massacre dans une porcherie et dans la manière de gérer des ressources humaines, ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources humaines. Là, je vous renvoie à un ouvrage qui n'a pas été traduit, hélas, en français, mais qui s'appelle « Principe du management moderne ». Bon, là, il y a quelque chose qui est tout à fait symptomatique et qu'il faut penser et qui, finalement, nous ramène à la Shoah. Et quand vous parlez de point culminant, effectivement, c'est le point culminant de quelque chose qui se jouait peut-être à notre insu, qu'on n'avait pas vu, mais qui relève de la modernité par excellence. Alors, ça veut dire que la Shoah, c'est ça qui est difficile un petit peu à penser. Ça n'est pas une rupture. Il n'y a pas de saut. Non, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, oui. Donc ça c'est difficile à accepter. C'est tellement scandaleux. Et c'est d'autant plus scandaleux que ça devient évident à la lecture de l'ouvrage. Il y a de telles références, il y a une telle multiplicité de références, une telle précision de références. Et c'est ça qui est très intéressant quand on rentre dans l'histoire en elle-même, c'est la manière dont se construit ici un processus d'extermination. On a l'impression, c'est Zygmunt Bauman qui le dit dans un ouvrage qui s'appelle Modernité et Holocauste, au départ il a fallu des idéologues pour penser une idéologie antisémite, on a l'impression que ce qui constitue la condition suffisante de la Shoah, c'est la bureaucratie. Alors je ferai une petite parenthèse quand même historique. Ce qui rend aussi possible, mais non pas là comme condition suffisante, mais comme condition nécessaire la Shoah, c'est le fait que Hitler déclare la guerre à Staline, que le front de l'Est s'ouvre et qu'il a l'opportunité finalement de vider toute la communauté juive d'Europe grâce en fait à cette déclaration de guerre. C'est ce que dit Ben Soussan, il appuie bien là-dessus. Effectivement, c'est un état de fait. Historiquement, s'il n'y avait pas eu ce double front, ça n'aurait pas rendu possible de toute façon l'extermination des Juifs d'Europe. Mais la manière dont elle se déploie, la manière technique, la manière bureaucratique, ce massacre administratif, comme le dit Arendt, est purement et spécifiquement moderne.
Bon, écoutez, on va reprendre un petit peu notre respiration avant de poursuivre cette conversation. On va marquer une deuxième pause en écoutant un titre récent, un titre de 2011. C'est Riverside par Agnès Obel sur R2R. C'était Agnès Obel, Riverside sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Didier Durmarc, professeur de philosophie, philosophe, et qui vient de faire paraître une philosophie ou philosophie de la Shoah aux éditions L'Âge d'Homme, un ouvrage donc qui est disponible dans toutes les bonnes librairies dès la fin de ce mois d'octobre 2014. Alors Didier Durmarc, on vient d'expliquer un petit peu les premiers chapitres de votre ouvrage et on a évidemment fait un long développement sur la modernité de la Shoah. Penser la Shoah comme castration, comme fondement, c'était l'objectif de votre chapitre 2. L'apogée d'un processus technique aussi, vous le dites dans les pages qui suivent. Alors maintenant, on arrive peut-être à la métaphysique que vous proposez, la métaphysique de la Shoah. Alors vous posez une métaphysique nihiliste de la Shoah, c'est page 75 et suivante. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce concept-là, qui paraît obscur pour le commun des mortels, Didier Durmarc? La question redoutable, la question du nihilisme. Alors, je m'appuie sur les plus grands textes des rescapés des camps de concentration et d'extermination pour montrer que dans ces textes se joue quelque chose par rapport à la question de Dieu et que Dieu est finalement pensé comme néant. Parler d'une métaphysique nihiliste, c'est ça, c'est finalement penser la question de l'être comme rien. Alors, ça serait tout à fait inintéressant si finalement on considérait ça comme purement simplement l'aveu d'un athéisme, le rejet de la question de Dieu. Et c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus passionnant que ça. En fait, penser la question de l'être comme néant, c'est considérer que Dieu constitue un problème. Et donc un objet pour la philosophie. Et l'ouvrage renvoie d'ailleurs un petit peu à la fois la croyance religieuse et l'athéisme sur le même plan, puisque en s'appuyant sur la littérature des camps de concentration, j'essaye de montrer que ce qu'elle met en exergue, c'est le fait qu'on essaie de rester dans la question de l'être. Or, ce qui caractérise le croyant et l'athée, c'est que ils répondent tous les deux à la question de l'être. Et donc, et c'est ça, reposer la question de l'être. Et celui qui l'avait fait en philosophie, c'est Heidegger. Et là, où ça devient assez jubilatoire pour un professeur, c'est qu'on a l'impression que tout se passe comme si, dans ces témoignages, on montrait mieux, plus précisément, ce que Heidegger avait pointé du doigt, avait pensé, mais d'une manière, somme toute, assez confuse, assez aporétique, parce que lui, quand il pense la question de l'être, effectivement, il la pense aussi comme néant, mais il en reste là. Il peut pas en faire autre chose, parce que sinon, il en fait un élément dans le monde, alors que l'être, en principe, c'est ce qui rend possible le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette littérature des camps, on a, suivant les auteurs, suivant les ouvrages, cette question de l'être qui est repensée soit à titre d'intuition, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit à titre de pensée, et soit à titre de philosophie, c'est le cas d'Imre Kertész. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, quand vous parliez de la dimension historique de la Shoah, les grandes œuvres sur la Shoah ne sont pas essentiellement historiques. Elles donnent plus finalement à penser que et pas seulement à se rapporter à l'histoire. Elles vont plus loin. Si je prends l'œuvre de Primo Levi, les œuvres de Primo Levi, mais l'œuvre centrale si c'est un homme, on a l'impression que Primo Levi
pense quasiment une philosophie de l'existence et pense en fait la question de l'homme d'une manière clinique. Si je prends l'œuvre de David Rousset, et David Rousset dit d'emblée dans mon œuvre majeure, Les jours de notre mort, je vais utiliser la littérature par peur des mots parce que je considère que la littérature est une grille pour montrer l'histoire, alors il y a véritablement la dimension de montrer le camp comme, je cite, structure de la société. Avec bien évidemment la question Dieu qui vient. Et ce que je trouve très intéressant, et donc ça rejoint mon travail qui est structuraliste, qui s'inscrit dans la veine de Foucault ou de Lévi-Strauss. Donc ce qui est très intéressant, c'est que les grandes œuvres posent finalement une espèce de sociologie, une anthropologie, j'en ai parlé, et une métaphysique. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer justement l'unanimité de la question de l'être chez les grands auteurs et comment elle a été déployée. Et donc j'espère, je souhaite aux lecteurs là de découvrir, de rencontrer de grands auteurs. Il y a des œuvres monumentales et méconnues comme Le Nazi et le Barbier d'Engar Inzenrath. En termes de référence, on a ici quelque chose d'assez essentiel et quelque chose qui nous montre ce qui donne à penser dans la Shoah. Alors, une question d'historien, c'est comment vous définissez ce corpus, cette littérature des camps, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle, quel est le corpus que vous étudiez là, comment vous le prenez à bras-le-corps, Didier Durmarck? Alors j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais lire autour de la littérature des camps. J'ai pas tout utilisé. Ce qui me semblait intéressant, c'était ce qui donnait à voir du philosophique et de l'universel. Effectivement, ce qui donnait à voir de l'anthropologie, ce qui donnait à voir du sociologique, ce qui donnait à voir tout court. C'est pour ça qu'on parle d'une philosophie. Les ouvrages purement événementiels ou purement anthropologiques comme les œuvres de Charlotte Delbo par exemple, j'en parle assez rapidement ou j'en parle peu parce que par exemple sur le versant anthropologique, Primo Levi a été plus loin, a peut-être dit les choses avec plus d'acuité parce qu'il a repris, parce qu'il a eu le temps de refaire des essais par la suite, les naufragés, les rescapés, la symétrie et la vie. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est que quand on prend les sources historiques et la littérature des camps, il y a deux moments. Il y a le moment de l'événement et il y a le moment de la pensée. Et on a l'impression que le moment de la pensée donne plus à voir l'événement que l'événement lui-même. Que finalement la Shoah se présente presque comme ne peut pas se présenter autrement que comme un texte littéraire. C'est le point de vue par exemple de Kertész, on parlait de Rousset tout à l'heure, on a l'impression qu'il faut parler, c'est pour ça qu'on parle de littérature des camps, qu'il faut passer par la littérature pour donner à voir quelque chose de l'histoire. Alors même chose pour Kertész, il y a Être sans destin et il y a toutes les œuvres postérieures. Il y a un moment, on raconte l'expérience vécue, on donne à voir de l'expérience, et il y a un moment où on donne à penser sur l'expérience vécue, et dans ce qui est donné à penser, là il y a quelque chose qui relève de l'universel. Il y a quelque chose qui transcende la simple expérience. Alors, à l'instant, vous évoquiez Charlotte Delbo. On a l'impression qu'il y a, dans ce que vous dites, des bons et des moins bons témoignages. Alors, pour un historien, ça c'est une notion qui paraît un peu complexe à manier. Comment on fait? Parce que vous faites un tri en fait. Comment ça se passe, Didier Durmarck? C'est pas des bons et des moins bons témoignages. C'est Annette Vivorka, historienne, qui dit ça. C'est que à force, quand on enchaîne la lecture des témoignages, c'est quelque chose déjà qui est difficile psychologiquement, qui peut être rebutant, voire selon ses dires indigeste. Au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. Et ce qui est intéressant, c'est quand les ouvrages en tirent quelque chose dans une réflexion sur l'idée de l'homme, dans une réflexion sur l'idée d'humanité, dans une réflexion sur le bourreau, dans une réflexion sur la victime, dans une réflexion sur la société, etc., etc. Donc pour répondre à votre question un petit peu provocatrice, bien sûr, on a l'impression que les ouvrages qui
qui ont tendance à nous marquer davantage sont des ouvrages qui tendent à l'universel, qui tendent donc au philosophique, et pas simplement des ouvrages centrés sur l'événementiel, centrés sur l'expérience, centrés sur le moment. Là, pareil, il y a cette condition nécessaire, mais on a l'impression que dès l'instant où on passe de l'expérience à la pensée, on montre une autre dimension de la Shoah qui ne se donnait pas à voir dans l'expérience. Et ça, effectivement, ceux qui écrivent, les rescapés qui ont écrit sur la question, soit on parle explicitement, comme David Rousset, comme Primo Levi, soit on a l'impression qu'il y a bien quelque chose qui fait l'objet d'un ressenti, et c'est étonnant. Imre Kertész, par exemple, dit la Shoah ne se donne pas autrement que comme un texte littéraire, et la Shoah ne se donne pas à voir comme rescapée, au contraire, dit-il, je crois que c'est dans le journal de Galère. Donc il y a vraiment deux moments. Il y a, quand je vis l'expérience, je ne prends pas nécessairement la mesure de l'expérience. Je me rends pas nécessairement compte de ce qui se passe, en plus suivant ma situation géographique. Et voilà, c'est plus le temps de la pensée, le temps de la réflexion, ce qui donne une puissance toute particulière, par exemple, à l'œuvre de Primo Levi. Si c'est un homme, mais c'est pas seulement si c'est un homme, c'est ce qu'il en a tiré ensuite après dans ses essais, où il y a une certaine noirceur, mais oui, il fait face véritablement au vrai problème. Quand il parle de la zone grise, quand il parle de dématérialisation de la responsabilité, aujourd'hui, le fait qu'on passe notre temps à se poser la question de savoir qui est responsable de quoi quand on est devant tel ou tel phénomène qu'on juge scandaleux, on a véritablement l'impression que Primo Levi là nous donne à voir quelque chose du quotidien, quelque chose de la modernité, mais quelque chose qu'il a fallu qu'il pense au-delà de ses souffrances, au-delà de ses tourments et au-delà de son expérience. Et c'est ça le paradoxe, le côté dialectique, c'est pour rendre compte d'une expérience, il faut finalement la penser. Les témoignages sur lesquels vous appuyez, ça peut être aussi par d'autres biais, Didier Durmarck, ça peut être aussi par le biais de dessins, de sculpture. Vous citez par exemple Euler, et vous avez quelques pages fortes sur Euler. Là, en quoi c'était un matériau aussi pour vous, Didier Durmarck? Très intéressant de travailler sur l'image quand on part de la Shoah, parce que on a l'impression d'être en face de quelque chose qui est pas connaissable, donc qui est pas représentable, donc qui peut pas passer par la représentation plastique. Ce qui est remarquable dans les œuvres de David Euler, c'est que on a l'impression que les œuvres essayent de représenter l'irreprésentable. Elles sont d'un réalisme épuré, incandescent. On pourrait dire aujourd'hui, si j'utilise un vocabulaire un peu plus jeune, presque trash, difficile à supporter. Et en même temps, on a l'impression que tout se passe comme si on essaye de nous symboliser, on essaye de nous signifier quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la représentation. Ça revient un petit peu au même par rapport à ce qu'on disait sur Lanzmann. Si vous me le permettez une minute, j'aimerais parler de la couverture de la philosophie de la Shoah, qui est une œuvre de Rosemarie Cozzi, qui était déportée, qui est une déportée allemande, qui a été déportée toute jeune, à l'âge de 3 ans, dans un camp de concentration, et elle a fait une série d'œuvres qui s'intitule « Je vous tisse un linceul », qui constitue pour elle une sépulture. Et toutes les œuvres s'intitulent « Je vous tisse un linceul » et toutes les œuvres constituent une sorte de cadice, un témoignage, le fait de donner une sépulture aux gens qui n'en ont jamais eu. Bon écoutez, très bien, c'est sur cette belle réflexion que se termine le 3e numéro déjà de la 2e saison d'Au Miroir de Clio.
Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Didier Durmarck, philosophe, professeur de philosophie dans le département de l'Eure, auteur d'un ouvrage que nous avons largement commenté, intitulé Philosophie de la Shoah, un ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions L'Âge d'Homme et que nous vous recommandons chaudement. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. À très bientôt sur R2R. Journeying golden avenues, drifting your eyes, inside of you.